Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, apologie de la discrétion, comment faire partie du monde, avec Lionel Nakache. Lionel Nakache, bonjour. Bonjour Marc Wielinski. Lionel, vous étiez venu à ce micro de Pile Poule au début de l'émission, il y a 1 an et demi environ, pour nous parler de votre précédent livre, Le cinéma intérieur, dont celui-ci, Apologie de la discrétion, est d'une certaine façon un prolongement. Absolument. On va en reparler. Je rappelle donc, Lionel, que vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, que vous êtes chercheur en neurosciences à l'ICM, que vous êtes professeur à Sorbonne Université, que vous faites partie du comité consultatif d'éthique. Et donc, nous avions parlé du cinéma intérieur la dernière fois. Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Parlez-vous cerveau ». Donc, vous êtes un spécialiste du cerveau, des neurones, de la pensée et de tas d'autres choses. Votre sujet, c'est un petit peu la subjectivité et notre rapport au monde. On va en reparler, mais d'abord, je voudrais une petite question, parce que quand on voit le titre de votre livre, Lionel, « Apologie de la discrétion », on se dit que oui, c'est bien, il faut être discret dans la vie, il ne faut pas réveiller ses voisins, etc. Mais on s'aperçoit très rapidement que ce n'est pas cette discrétion dont on parle, mais c'est une autre discrétion qui est finalement, c'est l'apologie de la discontinuité. Absolument, d'une certaine façon. Vous avez parfaitement raison, Marc. Et en fait, c'est vrai que dès le début, dès le titre, il y a une sorte de jeu de mots. C'est vrai qu'il peut peut-être égarer un tout petit peu, mais très vite, dès qu'on lit la 4e de couverture, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de la discrétion psychologique au sens usuel du terme. Mais néanmoins, on en parlera peut-être, mais il m'a semblé important en fait, de proposer cette signification à ce mot de discrétion, parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Comme vous dites, il y a la discontinuité. Mais discontinuité, en réalité, on est déjà dans une sorte de référence par rapport à la continuité, de dire ce n'est pas continu. Il n'y a pas, disons, de définition positive de cette dimension mathématique, de ce qu'on va revenir là-dessus, de discrétion. Donc ça me semblait intéressant de prendre conscience du fait que cette conception de la discontinuité, elle n'était pas tellement présente dans notre vocabulaire, en tout cas de manière positive. Et quand ça, c'était peut-être un premier indice. Et puis ensuite, on peut jouer sur la polysémie, du coup, parce que ça propose une polysémie au terme de discrétion. Et on peut voir à quel point on peut faire des boucles. Est-ce que cette nouvelle définition, elle résonne avec celle que vous évoquiez, la discrétion psychologique, se sentir discret, ne pas être un but, etc., orgueilleux, ou ne pas penser occuper tout l'espace, quoi, être discret. Ou au contraire, donc ça ouvre aussi à des jeux de mots entre les deux significations. Alors, Lionel Nakache, pourquoi faire l'éloge de la discontinuité? Pourquoi faire l'éloge de la discrétion? Alors, quel a été le déclic moteur de cette... ouais. Voilà. Et peut-être juste par souci de détails, dans la définition, dans le portrait que vous proposiez rapidement, j'ai fini mes deux mandats au comité consultatif national. Vous avez raison, j'y étais, mais j'ai terminé, donc je n'en suis plus membre actuellement. Voilà, c'est un détail. Mais alors oui, comment c'est venu? Alors c'est toujours, alors c'est pas très ancien, mais ça fait quand même 2-3 ans que j'étais attelé à même un peu plus à la rédaction de ce livre et du précédent, Le cinéma intérieur. Et puis ce sont des questions non pas qui me hantent, mais qui m'intéressent depuis longtemps. Je pense qu'un des aspects, ça vient peut-être de mon caractère de chercheur en neurosciences de la conscience et de la subjectivité, où on va dire, ce qui était un peu l'objet du livre précédent, c'est que derrière la continuité apparente, intuitive, de ce qui s'offre à nous sur la scène de notre vie mentale, en fait, notre flux de conscience, on a souvent l'impression que notre flux de conscience est en continuité, voilà, comme quelque chose de continu. Eh bien, on va dire, une des découvertes qui, moi, me saisit le plus dans ma discipline, la psychologie cognitive, les neurosciences de la conscience, etc., c'est qu'en fait, derrière cette intuition de continuité, il y a très probablement une discontinuité. C'est-à-dire que notre flux de conscience, il faudrait l'envisager plutôt comme une sorte de mosaïque. C'est qu'on est dans un état à un moment donné conscient, on pense quelque chose, et puis on bascule à un autre état, un peu comme des briques discontinues. Mais tout cela est un peu lissé par notre, et ça on pourra en parler, par notre, disons, machinerie intérieure, psychologique et cérébrale, qui nous donne de manière intuitive une introspection de continuité, comme si nous étions en continuité nous-mêmes avec nous-mêmes à travers le temps, alors que je crois que nous sommes davantage
Nous sommes quelqu'un, on peut être quelqu'un en étant discontinu, mais nous sommes la somme de petites mosaïques un peu discontinues qui sont apposées les unes après les autres. Et c'est à nous de nous débrouiller avec ça, avec cette dimension. Oui, ça c'est vraiment passionnant parce que d'abord, vous êtes un scientifique, donc ça s'appuie sur des expériences scientifiques qui nous amènent à penser que notre perception, nos pensées, etc., sont fondamentalement discontinues, qu'il y a des effets de seuil, etc., et que la continuité que nous paraissons vivre, parce que voilà, on a l'impression d'être la même personne depuis 20 ans et qu'on continue à être... Finalement, ce moi subjectif, c'est une espèce de reconstruction plus ou moins fictive à partir d'un vécu qui est fondamentalement discontinu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Oui, bien sûr, et peut-être aussi avec l'idée derrière qui est peut-être... c'est aussi une sorte de gamme d'intuition assez commune de se dire, pour me sentir faire partie de moi-même, alors je devrais être en continuité avec moi-même, de la même façon qu'on peut élargir ensuite la définition pour avoir l'impression de faire partie du monde, d'une communauté humaine. Il faudrait que je me sente en continuité avec les autres humains ou en continuité avec le reste de la nature qui m'inclut, alors qu'en fait ça ne va pas de soi. Et on peut très bien, et c'est un peu un des objectifs de cette ligne de pensée, explorer ici, c'est de se dire, on peut tout à fait développer des idées de solidarité, de lien, une sorte de comme-si de continuité, mais en commençant par prendre conscience de notre nature très singulière, très discontinue les uns des autres, en tout cas dans notre mode de pensée consciente, ce qui nous permet aussi, je pense, d'éviter beaucoup des travers ou des problèmes qui sont soulevés par une intuition de continuité. Et je reviens sur des idées qui sont assez simples en réalité, qui sont éclairées un peu différemment, mais les idées sont pas spécialement compliquées à saisir. Elles sont peut-être juste éclairées différemment. Ouais. On va revenir sur les Bien conséquences sûr. un petit peu de cette vision de la discontinuité et de ce mois ou de ces mois discontinus dans lequel nous sommes plongés d'une certaine façon. Mais je voudrais revenir juste un instant Bien sur sûr. ces expériences scientifiques parce que c'est un livre à la fois de science et de philosophie, Oui. mais on a l'impression que la science, depuis quelques années, nous éclaire de façon tout à fait extraordinaire sur la façon dont notre psychisme fonctionne. Bien sûr, et en disant ça, je pense qu'il n'y a pas nécessairement, parce que c'est une question qui peut être légitimement soulevée, de réductionnisme, disons, qu'on appelle parfois d'éliminativisme, de dire que la science est là pour dicter la morale ou l'éthique, etc. Je ne crois pas. Je crois que simplement la science, il y a un domaine dans lequel elle peut éclairer des facettes de notre fonctionnement. Alors, il s'avère que cette science est la science en plus de la subjectivité et de la conscience. Donc, évidemment, rien de ce qui va la toucher ne sera étranger à nos réflexions, même outre scientifiques ou non scientifiques ou de citoyens. Alors, une des façons de, peut-être, la pierre angulaire de tout ça, c'est une théorie notamment qui est étayée par beaucoup de résultats et qui est une des théories les plus discutées aujourd'hui, les plus débattues, les plus en avant, en toute humilité, et que je n'ai pas élaboré tout seul. On a élaboré, c'est Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, d'autres collègues comme Claire Sergent, moi-même, etc. Donc on a développé une théorie, je peux en dire un mot si vous voulez pour donner vraiment le point de départ. C'est une théorie de la conscience qui est la suivante, qui s'appelle la théorie de l'espace de travail global, qui reprend initialement une théorie psychologique d'un psychologue américain qui s'appelle Bernard Baars, qui est toujours en vie et actif. Et on a proposé une version biologique, une version neuronale de ça, et en développant aussi la dimension psychologique. Et une des idées clés, une des idées maîtresses, c'est que lorsque nous sommes conscients de quelque chose, soit nous en sommes conscients, soit nous n'en sommes pas conscients du tout. Donc là, déjà, une discontinuité. Et que l'accès à la conscience, on propose, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'accès à la conscience pour nous, dans cette théorie, c'est vraiment l'accès d'une information, d'une pensée, d'une représentation, à un espace mental qui est un espace mental unifié, et dont on trouve l'équivalent au niveau cérébral. Et donc, donc, vous voyez, cette théorie-là, elle décrit du coup notre flux de conscience comme une succession de prises de conscience. Alors les prises de conscience, ça peut être prendre conscience de quelque chose qui est dans l'environnement. Et c'est facile à manipuler au laboratoire. On vous montre un stimulus visuel ou auditif dont on contrôle bien l'apparition dans le monde extérieur, disons, et puis on voit à quel moment ça vous affecte, à quel moment vous en prenez conscience. Mais il faut voir que cette théorie, elle vise tous les contenus de conscience. Quand vous vous souvenez de quelque chose, dans cette théorie, c'est la même chose en réalité. C'est comme si c'était à l'extérieur, sauf que ça vient de l'intérieur, donc c'est plus difficile à étudier au laboratoire, mais on peut le faire. Et également, un sentiment, une émotion, une action que vous êtes en train de faire, quoi que ce soit. Donc cette théorie très générale, elle met en lumière l'idée que derrière cette continuité apparente du film subjectif de notre vie mentale, on aurait une succession de prises de conscience, et on peut aller assez loin. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression que les états mentaux conscients
il dure, ça va peut-être un peu faire frissonner les auditeurs, les auditrices, mais on peut arriver à une sorte de mécanerie presque helvétique, mécanerie suisse, d'horlogerie suisse, c'est à peu près 200, 300 millièmes de seconde, donc 2-3 dixièmes de seconde, on est dans un état conscient, et puis on passe à un autre, qui n'est pas nécessairement psychédélique, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer d'un truc qui n'a aucun rapport avec ce qui a précédé, mais c'est un autre état. Et donc, le point de départ pour moi, c'est ça, c'est que notre théorie de la conscience, elle vient montrer qu'en fait, il y a vraiment cette idée de discontinuité, d'un enchaînement d'états, qui sont vraiment... Alors du coup, là, on est obligé d'introduire cet aspect mathématique, c'est-à-dire qu'un enchaînement d'états discrets, ça veut dire qu'ils sont en contiguïté les uns les autres, ces états mentaux, mais ils ne sont pas en continuité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment délimiter une barrière franche, d'où l'intérêt du support mathématique, les ensembles mathématiques continus ou les ensembles mathématiques discrets. Et avoir ça à l'esprit, ça change tout d'une certaine manière sur, comme vous le disiez, la façon dans laquelle on va se représenter, ce que ça veut dire faire partie de nous-mêmes, faire partie du monde, faire partie d'une communauté humaine. Mais vraiment, on retombe au début sur cette brique élémentaire qui est... Alors, dans le livre, j'ai essayé, il est construit en 4 livres, mais il y a un des livres dans lesquels je reprends... les neurosciences de cette idée-là. En allant assez loin, il y a une idée que j'aime beaucoup parce qu'elle est fondatrice d'une certaine manière des neurosciences contemporaines. C'est lorsqu'en 1906, il y a un prix Nobel qui est donné à un chercheur, un grand chercheur espagnol, et qui va en fait, Ramón y Cajal, qui est en fait le père de ce qu'on appelait à l'époque la doctrine du neurone, la théorie du neurone. Et son discours, on peut le retrouver, le télécharger sur le site Nobel. Il est en français à l'époque, il est écrit en français et lu en français. Et une des phrases, c'est « Les neurones entretiennent entre eux des relations de contiguïté et non de continuité ». C'est-à-dire qu'avant Cajal, on pensait que certains, notamment... son co-récipiendaire, qui est un très grand chercheur aussi italien, Golgi, Camillo Golgi, pensait que les neurones étaient en continuité, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de barrière, de membrane, que les endroits où ils se touchaient, ce qu'on appelle les synapses maintenant, eh bien, c'était des endroits de continuité, comme si les membranes fusionnaient et qu'à la fin, votre cerveau, c'est une seule grosse cellule, une sorte de ce qu'on appelle un syncytium, une sorte de... Et ça aurait pu être le cas, hein. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Et que pour plein de raisons que je développe dans le livre, cette idée de la contiguïté, donc la discontinuité entre les neurones, ça ouvre le champ à la capacité combinatoire d'un cerveau de pouvoir coder des états mentaux, parce que dès que vous conjuguez la théorie du neurone avec la théorie de l'information, et c'est la période qu'on vit aujourd'hui en neurosciences de la pensée, eh bien on peut avoir un organe qui peut coder des choses très complexes. Oui, parce que vous dites à un moment donné que finalement, ce monde que nous vivons, et ce monde intérieur ou extérieur que nous vivons de façon discontinue, ça permet une relative économie dans le traitement de l'information. Parce que si on devait absorber Absolument. En continu toute une information, la vie serait impossible. Oui, elle serait impossible pour au moins 2 raisons. D'abord, c'est qu'on serait toujours en retard. C'est-à-dire que pouvoir traiter en temps réel la masse des informations qui frappent nos rétines, si on ne prend que la vision, mais on peut prendre toutes les, évidemment, encore au-delà de la vision, ces temps de traitement seraient toujours nécessairement en retard sur la réalité. Donc ça soulèverait des problèmes, et puis des problèmes d'économie biologique. C'est-à-dire comment on fait toute l'énergie à dédier, toutes les capacités. Donc on peut comprendre de manière un peu évolutionniste pourquoi notre cerveau a pu évoluer de manière sélectionnée vers un mode de traitement partiel, en fait très partiel, nécessairement partiel, avec du coup la nécessité de reconstruire, d'interpoler. Et du coup, ça donne 2 choses, la capacité de traitement, la possibilité d'être un peu en temps réel. Et puis la troisième propriété, qui est peut-être d'ailleurs un effet collatéral au début, mais qui est sans doute la plus importante des propriétés, c'est que dès lors que vous capturez les choses l'une après, vous prenez quelques fragments d'informations dans le monde extérieur et puis quelques fragments plus tard et que vous essayez de reconstruire ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez développer en vous des capacités cognitives et leur machinerie cérébrale qui va avec, qui vont permettre d'anticiper le futur, qui vont permettre à la lumière de ce que j'ai comme information, pouvoir anticiper le temps qui est le plus précieux, de se dire comment va être le monde dans un instant, dans un fragment de seconde, une fraction de seconde. Et je pense, je ne suis pas le seul à le penser, que cette capacité projective, donc de pouvoir à partir des données immédiates, anticiper quelque chose, ça ouvre aussi une capacité de créativité, en fait, de faire advenir un monde qui n'existe pas encore, un monde qui résulte autant de notre imagination, de ce qu'on a pu capturer du monde extérieur. Et cette capacité, donc vous voyez, au début, c'est assez marrant, parce qu'on peut imaginer que ça provient d'une sorte de sélection pour minimiser les coûts, maximiser la capacité de traitement en temps réel, mais aussi ça offre, petit joker, la capacité à se projeter dans un futur qui n'existe pas et donc à créer une civilisation, à créer donc cet aspect-là est aussi très important, je pense. Mais alors, Lionel Nakache, je rappelle votre livre Apologie de la discrétion. Je vais vous poser une question un petit peu primaire pour quelqu'un qui n'est pas un scientifique. C'est que si mon expérience psychique, ma conscience est fondamentalement discontinue, alors comment ça se fait que j'ai l'impression, d'une part, que le monde est continu,
Parce qu'il faut bien que je postule que le monde continue à exister de façon continue. Il faut bien que je postule aussi que je présuppose que moi, je suis continu, parce que sinon, je ne serai jamais la même personne à chaque instant. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux? Alors, d'abord, je trouve que ce n'est pas du tout une question primaire, comme vous disiez, et puis souvent, de toute façon, les questions primaires, ce sont les plus difficiles, les plus délicates. Alors, il y a plusieurs choses. Je la décomposerai en deux composantes, votre question. La première, c'est qu'on peut dire, ce n'est pas la partie peut-être la plus passionnante, là, mais on peut considérer, les physiciens, je ne suis pas physicien, les physiciens discutent évidemment de la structure de l'univers. Est-ce que l'univers lui-même ressemble plutôt à un univers continu, un univers discret, etc. Et ça peut nous emmener... Alors, je parle évidemment par moments de ces théories physiques, non pas pour fonder mon raisonnement dessus, mais plutôt pour tisser des liens, ou parfois même trouver aussi des limites à l'analogie ou à la réflexion. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire que les dimensions dans lesquelles on vit le monde, dans lesquelles on perçoit le monde, nous, consciemment, c'est-à-dire en gros la distance de l'ordre du mètre et le temps de l'ordre du millième de seconde, on peut dire que on ne sait pas si, en fin du fin, le monde est discret ou continu, mais disons, approximer le monde comme un espace-temps continu à l'échelle à laquelle on le perçoit, ça, tout le monde vous dira que oui, on peut tout à fait... C'est une approximation tout à fait valide. Donc, le fait qu'on reçoive ces informations à l'échelle à laquelle on la traite, on l'échantillonne, c'est-à-dire l'échelle temporelle et spatiale à laquelle on mesure le monde, en faire une approximation continue, ça, c'est pas un problème. Donc, on pourrait dire, ça va de soi, que quelle que soit la manière de laquelle on fonctionne, postuler que le monde soit continu, à notre échelle, ça pose pas un gros problème. La partie de votre question qui me semble la plus difficile, la plus délicate, c'est pourquoi on n'en a pas conscience, etc. Et alors, il y a à la fois, je pense, des aspects de continuité, c'est-à-dire de mise en cohérence, de mise en relation du passé immédiat au futur, etc. Et je fais un détour notamment par certaines situations où en neurologie ou en psychiatrie, on peut voir la machinerie cérébrale et psychologique de ce cinéma intérieur, de cette machine à fabriquer du continu qui est mise en péril. Alors en neurologie, il y a des situations heureusement très, très rares, mais on appelle ça les akinétopsies. Dans le livre dont vous parliez, le cinéma intérieur, je décrivais des patients, notamment une patiente. Il y a des patients qui vont percevoir le monde visuel comme une suite, de manière stroboscopique, comme une suite de moments, d'images fixes en fait. Et chez eux, on pourrait dire, d'où le titre de mon livre précédent, le cinéma intérieur, ils n'ont plus cette machine à transformer les images discrètes qu'ils perçoivent en un film continu. Je vous rappelle, c'est un tout petit décart. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma qui est fantastique, c'est que ça va utiliser cette propriété de construire du continu à partir du discret dans le cerveau humain, puisque quand on va au cinéma, on nous présente 24 images secondes, mais nous, subjectivement, on perçoit un film continu. Ce qui veut dire qu'on a inventé ce qu'il y a entre deux images, qu'on a même, du coup, cette machinerie, elle peut être mise en défaut en neurologie. Et elle peut être mise en défaut également en psychiatrie. L'exemple le plus classique, qui est autrement plus fréquent malheureusement que l'exemple de la kinétopsie, c'est toutes les pathologies dissociatives, notamment ce qu'on appelle la schizophrénie ou les formes de schizophrénie. Il y a certains patients dans lesquels ce syndrome dissociatif, justement, le nom même, schizophrénie, c'est l'esprit dissocié, c'est une sorte de faillite de ces mécanismes qui essayent de garantir une continuité dans notre perception, dans notre identité. Donc on peut, à partir de cette expérience de la clinique, avoir des intuitions sur pourquoi est-ce que c'est si précieux d'avoir cette impression de continuité qui s'offre à nous de manière immédiate, entre nous et nous-mêmes. Mais pour autant, et c'est le dernier point de votre question, je pense qu'on peut tout à fait gérer un ensemble discret, donc un ensemble qui est une collection d'éléments discontinus. Ça reste un ensemble, donc on peut très bien aussi ne pas renoncer à l'idée qu'on peut être quelqu'un. Il ne s'agit pas de dissoudre l'identité, pour moi pas du tout, je pense que l'identité subjective c'est extrêmement important, mais qu'on peut l'éclairer en disant que l'identité subjective, c'est pas parce qu'elle est fondamentalement discrète au sens mathématique au premier niveau d'analyse qu'elle n'existe pas. Un ensemble discret, ça reste un ensemble qu'on peut définir, qui a des propriétés, et pourquoi pas des propriétés subjectives. Mais ça éclaire, vous êtes au cœur du thème de ce livre. Il y a des questions que je ne tranche pas, mais que j'essaye d'éclairer. Mais là, on voit bien, effectivement, vous parlez de la schizophrénie, c'est un peu un trouble de la liaison de tous ces différents moi, et c'est assez éclairant. Alors, bon, là aussi, c'est une façon de voir peut-être un petit peu basique, mais le fait d'entendre des voix, ou le fait d'avoir l'impression qu'on est parlé par des gens, par des choses extérieures, alors que c'est toujours ce moi de différentes façons qui nous interpelle, je trouve ça assez éclairant, et ça doit être effrayant en même temps. Oui. Ça doit être effrayant de vivre ce genre de problème psychique en ayant l'impression qu'il y a une multiplicité de moi et qu'on est en permanence assailli
par des gens qui nous disent des choses différentes alors que c'est toujours nous-mêmes, enfin c'est toujours moi. Alors vous êtes là aussi, la schizophrénie, alors une fois de plus, je suis pas physicien, je ne suis pas non plus psychiatre, mais c'est vrai qu'en étant neurologue spécialisé en neuropsychologie, la psychiatrie, j'ai travaillé aussi en psychiatrie comme interne et tout, ça m'intéresse beaucoup et on a beaucoup d'échanges avec nos collègues et c'est des patients conçus qui sont dans des disciplines, on pourrait dire neuropsychiatriques. Et c'est vrai, vous avez raison, alors, la sémiologie, les signes cliniques de la schizophrénie sont extrêmement variés. Ils ne vont pas tous renvoyer uniquement à cette notion de dissociation ou d'éclatement de la cohérence subjective, mais comme vous le disiez, même certains des symptômes, disons, hallucinatoires, sensoriels ou psychiques ou d'automatisme mental, etc., sont parfois, alors ça reste encore des énigmes, et vous savez, en médecine, je pense qu'il faut rester très humble, c'est-à-dire comme en science, on pourrait dire qu'on a vraiment compris un phénomène en médecine, une pathologie, quand on est capable de la guérir, de la soigner. Auparavant, vous avez des idées, des hypothèses, ça ne veut pas dire nécessairement que vous ayez le bon modèle. Mais comme vous le soulignez, dans beaucoup de modèles d'automatisme mental, dire quelqu'un qui va entendre des voix ou de manière même abstraite, lui intimer l'ordre de faire telle ou telle chose, beaucoup des modèles contemporains sont des modèles qui mettent en avant ce concept d'agentivité, c'est est-ce que je suis l'auteur des actions et des pensées qui sont présentes là, et qu'avec cette dissociation de l'unité de la conscience, le patient arriverait dans certaines situations, à interpréter ces processus qui pourtant proviennent de lui, comme vous le disiez, comme provenant de quelqu'un d'autre ou de l'extérieur, etc. Donc effectivement, même le cœur même de la symptomatologie, au-delà du syndrome dissociatif qui se manifeste par beaucoup d'incohérences apparentes, même dans le discours, de schizophasie, de discours, de langage éclaté, de principes de non-contradiction non respectés, etc. Certains des symptômes de type hallucinatoire, pour partie, peuvent relever également de ce même mécanisme, vous avez raison. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans cette... c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans le livre précédent. En fait, ces deux livres sont des livres sœurs ou frères, comme vous voulez. Et en fait, les deux, j'y pensais en même temps. C'est qu'en réalité, le point de départ, pour y revenir, c'est cette notion de cinéma intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, notre vie mentale, elle mouline des éléments qui sont très discontinus pour en faire quelque chose de continu qui s'offre à nous, et que dans une perspective un peu socratique de connais-toi toi-même, alors on pourrait dire que lever la couche de la continuité pour arriver à voir la mosaïque sous-jacente, ce n'est pas là pour nécessairement nous mettre en stupeur et tremblement et de nihilisme, mais c'est plutôt pour nous enrichir sur la structure même de notre fonctionnement, et peut-être pour nous donner des idées du style de c'est pas parce que je suis discret que je ne suis pas quelqu'un, et c'est pas parce que je suis en discontinuité avec vous que je ne peux pas me sentir lié par des liens, une responsabilité, une solidarité humaine, et de même avec la nature. J'ai pas besoin d'être on reviendra peut-être là-dessus, mais j'ai pas besoin de me sentir en continuité avec le reste de la nature pour me sentir responsable de la nature. Oui, alors ça effectivement, on va revenir sur ces conséquences sociales, politiques, de cette discontinuité, de cette discrétion. Mais il y a un point qui m'a paru très intéressant aussi, c'est que vous dites que dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire des religions, quelque part, peut-être qu'on a eu conscience de cette discrétion, mais on a essayé à plusieurs moments de sauver le continu. C'est-à-dire que c'était un peu insupportable de penser que je puisse être en discontinuité, moi, en discontinuité avec le monde. Et on a bâti des systèmes philosophiques ou des systèmes religieux où, effectivement, on affirmait cette continuité. Oui, c'est ma lecture, en tout cas, de tout un pan de l'histoire, et même, je pourrais dire, des situations contemporaines, peut-être parce qu'effectivement cette continuité elle s'offre à nous de manière un peu évidente, etc. Je pense que souvent lorsqu'on réfléchit au groupe humain, aux structures sociales, aux groupes aussi bien politiques, religieux, sociaux, ethniques, toutes les catégories de groupes qui sont développées pour différents critères ou différentes appartenances, à chaque fois, ou pas à chaque fois, mais très souvent j'ai eu l'impression que les discours étaient des discours qui souvent, en fait, accorde une attention à un échelon qui est supra-individuel. Ouais. Un échelon qui peut être défini pour des raisons vertueuses, c'est pas le problème, mais du coup, on va trouver un lien en commun qui est supra-individuel, qui va regrouper les individus d'un même groupe. Mais pas toujours, parce que vous faites une analyse absolument décapante de la différence, par exemple, entre le christianisme et le judaïsme. Oui. Et vous dites qu'effectivement, tendanciellement, le christianisme est plutôt du côté de la continuité, et que le judaïsme est plutôt du côté de la discrétion, sens de la discontinuité. Oui, c'était là aussi. Et j'avoue qu'en lisant ça, c'est très très éclairant, à la fois sur les dogmes de la religion, etc., mais aussi sur l'existence même des Juifs. Oui. Écoutez, je vous remercie pour ce commentaire. Et donc c'est un livre...
Ce qui m'a intéressé, c'est que dans un livre, vous avez des éléments que vous pouvez avancer. Vous parliez d'une partie qui était presque une partie expérimentale, de donner des informations sur... Et puis, il y a une partie qui est plus spéculative, qui est qu'est-ce qu'on fait avec quand on a ces idées-là et quand on les soumet à des questions. Et effectivement, lorsque vous relisez, en fait, de l'intérieur, je dirais, hein, je ne fais pas de la sociologie ou de l'histoire des religions, mais de l'intérieur, les discours portés notamment par le judaïsme pharisien, talmudique, eh bien, en fait, on voit une tendance très discrète au sens alors, ça ne veut pas dire que le judaïsme est discret. Il y a plein de phénomènes qui me semblent être très continus. Vous voyez, on pourrait même se demander, j'explore par exemple que certaines pistes du chassidisme ou de mouvements piétistes qui, eux, semblent un peu faire une sorte, pour le coup, de renouer le lien avec la continuité, de se dire que le stade ultime du développement de l'individu, ça va être de se fondre. Si on regarde le judaïsme lui-même traditionnel, vous allez jusqu'à expliquer que la diaspora, d'une certaine façon, s'explique un petit peu par cette vision de la disponibilité, et que le judaïsme est une religion, finalement, où chacun est à sa place, de manière contiguë, mais pas fusionnelle. Oui, pas fusionnelle. C'est parfois peut-être quelque chose qui a été reproché dans l'histoire des sociétés. Parce que, peut-être pour revenir sur un point, le fait que dans le monothéisme juif, il y a pour le coup une relation de contiguïté et pas du tout de continuité entre ce qu'on va appeler le divin ou Dieu ou Hachem, ce qui veut dire le nom en hébreu. Donc on se limite à énoncer, il y a un nom, on ne sait pas plus que ça. Donc le fait de dire que, disons pour aller vite, que Dieu et les hommes, il n'y a pas de continuité en fait. On parle de choses absolument différentes. Et qu'évidemment, dans les monothéismes chrétiens, l'idée qui va être ensuite très subtile, qui va passer à travers des siècles d'herméneutique chrétienne et avec plusieurs tendances, plusieurs mouvements, je ne suis pas en train de faire un truc étriqué, mais l'idée même qu'on puisse parler d'une relation de continuité entre l'homme et Dieu, de l'humain au divin, qui a une sorte d'incarnation humaine de quelque chose de divin, ce principe clé là déjà d'après moi, il y a une idée fondamentalement différente dans la structure de laquelle on va penser les relations entre ce qu'on va appeler le transcendant ou le divin et les hommes. Et donc quand vous avez dans le judaïsme un homme qui est debout face à son créateur et qui va s'adresser à lui comme à quelqu'un d'autre, mais sans jamais qu'il y ait la moindre ambiguïté sur le fait que cet homme n'a rien de divin et que ce divin n'a rien d'humain. Quand vous floutez la limite, la frontière, et c'est ce qui se passe, je pense, dans certaines formes de pensée plus chrétiennes, eh bien, l'idée d'un homme-dieu, l'idée qu'un homme puisse endosser, on parle du Christ évidemment, et de la figure du Christ qui est très prégnante et qui, on voit, reste extrêmement puissante. Je ne suis pas en train de distribuer des gages, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond, de très vertueux à penser aussi cet aspect qu'il puisse y avoir une continuité. Mais du coup, c'est vrai que le judaïsme, je pense que, j'essaie de faire une sorte de tableau de classification un peu à la Mendeleïev, de dire, bon, du côté des judaïsmes, alors il y a des tendances piétistes, des tendances très continues, des tendances où l'homme se rentre en fusion avec le divin. Donc là, on retrouve des idées très chrétiennes, selon moi. Et puis, vous avez quand même une composante très discrète dans le judaïsme et une composante plus continue dans les christianismes. J'ai pas suffisamment de culture sur les religions musulmanes, sur l'islam pour pouvoir en avoir. Mon intuition, c'est qu'on serait là aussi, dès qu'on est dans une religion très universaliste, je pense qu'on a une sorte de piste, un peu de pente, un peu continuité. Quoi, ça, c'est intéressant parce que ce reproche qu'on peut faire du judaïsme, de ne pas faire de prosélytisme, de ne pas être universaliste, on s'aperçoit qu'il est peut-être, selon votre vue, alors, peut-être des tas de gens peuvent critiquer cette vision, il vient peut-être du fait que c'est une religion fondamentalement, je dirais, sensible à la discontinuité, au fait qu'on peut mettre en contiguïté deux choses différentes, ce qui explique aussi que les Juifs peuvent vivre avec d'autres, mais de façon propre. Oui, alors je pense tout à fait que cette notion de prosélytisme, là aussi on peut revoir l'histoire des quelques rares périodes où il y a eu du prosélytisme, et puis je ne dis pas que c'est pas une naissance, les Juifs ne sont pas moins prosélytes, mais simplement le message qu'ils véhiculent est effectivement un message qui, d'après moi, l'absence manifeste de prosélytisme dans le judaïsme, qui est parfois été, ou qui reste très mal comprise parfois, je pense qu'elle repose sur cette intuition de la discrétion, du fait que, comme vous le disiez, je n'ai pas besoin d'être en fusion avec vous pour me sentir en lien avec vous. Et que je reprends pas beaucoup d'exemples. Vous savez, même dans le Talmud et l'analyse talmudique du texte de la Torah, on considère que la première mitzvah, le premier commandement qui est donné aux hommes, c'est un commandement qui vise en fait à
à déterminer la structure du temps, en fait, à énoncer la structure, que ce soit les humains qui donnent le calendrier. Et cette fixation du calendrier, elle est très tout ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, on va sur un temps qui pourrait être là aussi intuitionné de manière continue. On va décider quand est-ce que commence tel jour, telle date, et donc découper tout le calendrier, et donc inscrire toute la durée des événements pensés et vécus dans une structure très discrète. Et je le prends avec des exemples aussi très variés, mais par exemple, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il y a cette notion qui est très fascinante. C'est que j'explore dans le livre continuité et discrétion, voilà, en disant que les deux formes radicales, d'après moi, sont pas tenables. Si on est complètement radicalement discret, on devient l'un ou tout l'autre. Non, voilà. On devient une sorte d'égoïsme radical, pour dire que et que le judaïsme le dit aussi. C'est-à-dire que c'est pas de dire que le judaïsme dit oui, il faut être totalement et que continuité, on arrive dans des travers aussi, et donc on a besoin de doser les deux. C'est plutôt des sensibilités. C'est des sensibilités, et pour moi, selon moi, en fait, c'est que il y a un ordre entre les deux principes. C'est-à-dire que je pense que on doit, au niveau individuel, chacun fait ce qu'il veut, mais ma conception des choses, c'est que ça devrait commencer par une prise de conscience première à chaque fois de notre structure discontinue, discrète. Et une fois qu'on a bien solidement assis en nous cela ne nous empêche pas de faire ce que j'appelle le comme si de continuité. Et donc de prendre, c'est un acte un peu de panache, de se dire, je sais que je ne suis pas en fusion avec toi, mais au nom de ce qui m'attache à toi, ou de ma solidarité, ou de ma responsabilité, je fais comme si. Et donc pour moi, on va revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a une dimension éthique dans votre livre. C'est pas pour rien d'ailleurs que ce livre est un petit peu écrit à la manière More Geometrico de l'éthique de Spinoza. On va revenir sur cette aspect éthique. Mais par exemple, ce qui m'a ébloui, c'est que vous dites, vous parlez de cette discontinuité, et à un moment donné, pour reprendre la Bible, il y a cette fameuse phrase de la Genèse qui est en soi extrêmement déprimante quand même. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que si on l'a dit différemment, tu es discrétion et tu redeviendras discrétion, ça ouvre des horizons complètement différents. Oui, je trouvais ça intéressant. Et c'est ça aussi, je dirais pas la beauté, mais au niveau personnel. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous faites résonner des choses que vous n'aviez pas lues vous-même comme ça auparavant. Et donc c'est vrai que quand on parle souvent de cette phrase de la Genèse, on a souvent un aspect très péjoratif, d'être ramené à la poussière. Mais effectivement, si on envisage, mais si on envisage la poussière comme la structure atomique ultime de l'être humain, en fait, ça peut être une sorte de rappel d'une discrétion, mais à un niveau, là, c'était aussi pour ouvrir sur la dimension subliminal. Non, mais à un niveau en tout cas infra-individuel. Et c'est parce que je mentionne ça à un moment donné où j'essaye d'explorer les conséquences politiques de cette éthique, comme vous le disiez, et que parfois on peut décider de garder une éthique discrète, de dire voilà, on pense que les choses sont en discontinuité, mais en déplaçant le curseur de l'échelle où se joue cette discrétion de l'individu jusqu'à celui de l'atome, par exemple, et de dire, effectivement, peut-être que cette phrase résonne, elle peut faire résonner sur cette dimension d'une discrétion, mais infra-individuelle, qui élimine du coup l'individu d'une certaine manière. Donc, Alors effectivement, il y a des tas de conséquences politiques, sociales, éthiques de cette vision qui est la vôtre de la discrétion, et notamment vous parlez d'une façon de voir le monde qui est probablement la vôtre. Je ne sais pas si c'est la mienne ou celle d'autres personnes, parce qu'on est des individus discrets, mais et vous parlez de l'atomisme sans vide. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer en quelques mots ce que c'est que l'atomisme sans vide? Oui, merci. Alors c'est une proposition d'expression. C'est qu'effectivement, lorsque vous réfléchissez à cette idée du lien, donc le faire partie du monde, le lien entre nous, vous arrivez sur des philosophies de l'existence, et les formes les plus anciennes que l'on connaisse, c'est évidemment ce qu'on appelle les pensées atomiques ou atomistes, alors les origines précises, elles sont un peu floues. C'est l'atomisme de l'atomisme, Démocrite, Épicure, etc. Voilà. Et donc dans l'atomisme, vous avez en fait l'idée que les atomes sont entourés aussi de cette couche de vide, on pourrait dire. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que dans un univers, une théorie atomiste, un atome n'a aucun risque d'être en continuité. Je m'explique, peut-être un tout petit détour. Si on revient sur les nombres, sur l'aspect mathématique, là d'où vient la définition très rigoureuse du discret et du continu, qui est une définition fascinante, parce qu'elle pousse assez loin les choses, mais vous prenez par exemple l'ensemble des entiers naturels, grand N, qu'on apprend tous à l'école. Vous avez par exemple... 1, 2, 3, 4, etc. Exactement. Donc vous prenez par exemple le nombre 3. Eh bien, le nombre 3, il appartient à un grand N. Maintenant, et grand N, c'est un ensemble discret, au sens où justement, entre chaque élément et les autres, il y a des frontières très, très, très discontinues, très nettes, c'est-à-dire que deux
dans cet ensemble ordonné, il a pour voisins 1 et 3. Il n'y a pas une infinité de voisins. Et dès que vous prenez un premier ensemble de nombres qui est mathématiquement vraiment continu, et le premier qui a été construit par les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des réels, qu'on apprend aussi au collège, au lycée, grand R. Eh bien, dans cet ensemble-là, la différence, c'est un ensemble continu parce que maintenant, entre deux nombres, vous pourrez toujours identifier une infinité de nombres. Donc il n'y a plus une frontière nette et tranchée entre deux nombres, puisque entre deux nombres, entre 2 et 3, vous allez trouver 2,5, mais 2,4, 2,3 et 2,1, et et vous pouvez aller... C'est infiniment infini, on pourrait dire. Donc désormais, vous avez en fait une structure dans laquelle les nombres restent différents les uns des autres, mais on ne peut plus identifier de frontières tranchées comme dans un ensemble discret. C'est plus dénombrable. Et de ce point de vue-là, la remarque que je voulais faire pour l'atomisme sans vide, c'est que si vous prenez le nombre 2, eh bien, le nombre 2, évidemment, il peut faire partie des entiers, mais il peut faire partie de grand N, mais il fait également partie de grand R. Autrement dit, la garantie d'être discontinu ne se joue pas au niveau de l'élément lui-même, mais de l'ensemble dans lequel il est situé. Donc des relations entre tous les éléments entre eux. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, c'était ma proposition, c'est que les atomismes avec vide, les atomismes classiques, en inventant le vide comme étant présent au niveau de l'élément lui-même, d'une certaine manière, ça garantit la structure discrète de l'atome. C'est-à-dire que cet atome-là, vous ne pourrez jamais le mettre dans un ensemble continu, comme on peut mettre 2 dans les réels. Et pour moi, c'était intéressant de faire cette réflexion, parce qu'en fait, l'atomisme que je propose, c'est un atomisme sans vide. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, je suis discret et discontinu de vous, mais je n'ai pas besoin de mettre la couche de vide entre nous, pour garantir que nos relations seront discrètes. Voilà, c'est ça l'origine de la nuance. Et j'essaye de montrer, parce qu'en réalité, je pense qu'un atomisme comme ça, avec vide, évidemment, il peut tirer vers ce qu'on peut appeler une sorte de discrétion radicale ou de discontinuité radicale. C'est-à-dire que je suis seul sur Terre. Oui, ou tous les écueils. Pas de relation avec les autres. Où il n'y a pas de lien, pas de responsabilité avec les autres. C'est une question ouverte, mais qui philosophiquement peut être débattue. Et pour revenir sur le judaïsme dont vous parliez, j'aimais bien aussi citer ici, vous savez, il y a dans un des traités de la Mishnah qui s'appelle le traité des pères, le Pirkei Avot, il y a en fait un passage qui m'avait toujours intrigué, dans lequel en fait on énonce la chose suivante, on dit voilà... celui qui dit ce qui est à toi et ce qui est à moi est à moi, soit on dit c'est la voie de l'homme moyen, et certains disent c'est la conception en fait des cités de Sodome et Gomorrhe. Donc comme tout le monde sait, Sodome et Gomorrhe dans le récit biblique sont des cités qui ont été détruites pour le mode de vie et de relation en fait du faire partie du monde des citoyens entre eux. Alors souvent dans la culture occidentale, ça a été essentiellement accaparé par des aspects sexuels, mais c'était pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'était vraiment comment les gens pensent leur relation au monde. Et le fait de dire que dans l'intérieur de cet ouvrage plutôt à dominante discrète, qu'est le Talmud, on trouve cette idée qui est une critique forte d'une discrétion radicale, de dire, en fait, le problème qu'ils avaient, ces gens-là, c'est qu'ils pensaient que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire qu'en réalité, on les accuse pas d'être des voleurs, on les accuse simplement d'être fondamentalement, radicalement égoïstes, en fait. C'est-à-dire, il y a moi, il y a toi, mais entre nous, il n'y a rien, en fait. Et ça, c'est une forme, en tout cas, c'est ce que je propose, c'est qu'on peut le décrire comme une forme de conception du faire partie d'une société humaine qui serait l'équivalent d'un atomisme avec vide. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun des atomes et on n'a rien à faire entre nous, on coexiste, mais on n'a rien à faire. Et avec l'idée de prendre le risque d'un atomisme sans vide, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me soucier de toi, tu vas te soucier de moi. Il y a des risques à ça parce qu'on peut basculer vers une sorte d'illusion de continuité. Oui, c'est ça. Alors là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de différentes. Oui, ça peut donner un esprit, une impression un peu floue peut-être comme ça quand on passe rapidement à travers. Mais c'est parce que effectivement, donc si on regarde les conséquences un petit peu de cet atomisme sans vide, ça veut dire en gros nous sommes en contiguïté. Dans un monde, d'une certaine façon, il y a une solidarité de l'ensemble du monde, mais nous sommes différents les uns des autres. Et cette vision des choses peut être récupérée ou peut-être tendanciellement dans, par exemple, parler du wokisme. Le wokisme, c'est un petit peu, c'est la fusion, c'est-à-dire on élimine les différences, on dit tu es victime de machin, tu es victime de trucs, etc. Et on fusionne les individualités. En fait, vous récupérez l'individualité d'une certaine façon. Alors oui, c'est-à-dire qu'évidemment, une fois de plus, ce que j'essaye dans le livre, c'est d'aborder ces sujets non pas de manière totalement naïve, c'est-à-dire que je ne me permettrai pas de dire le wokisme, c'est ça, parce qu'on parle d'un édifice qui est culturel, qui a plusieurs mouvances, qui est en tension, etc. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, dans des mouvements de lutte sociale et progressiste de toutes parts,
Et les wokismes actuels ne sont pas les premières. Simplement, aujourd'hui, c'est celles que nous vivons qui sont vraiment peut-être les plus originales. Je pense qu'à chaque fois, quand on a cette paire de lunettes du discret et du continu, et qu'on porte notre regard sur ces luttes progressives et sociales, la plupart du temps, je pense que l'essentiel des revendications, c'est-à-dire dès lors qu'il s'agit de se libérer d'un facteur d'oppression, de stigmatisation ethnique, sociale, religieux, etc., a priori, on peut être que d'accord pour faire tomber des facteurs d'oppression. Mais là où mon discours peut apporter quelque chose d'une sorte de perspective critique, qui n'est pas une critique qui vise à annihiler le discours, mais c'est de dire où se joue en fait le niveau de la lutte. Est-ce qu'il se joue au niveau de l'individu, des individus ? Et auquel cas, je pense que du coup, il est très légitime, puisque c'est là que ça se passe, cette discrétion, c'est entre les individus. Ou est-ce que d'une certaine manière, pour atteindre sa cause ou ses résultats, en fait, il déplace son champ d'intérêt à un niveau supra-individuel, celui d'un groupe, par exemple. Et moi, je pense que dès lors qu'on défend les choses au niveau d'un groupe humain, on s'expose à beaucoup de difficultés, parfois qui vont à l'encontre de la défense de l'individu. Et pour donner des exemples précis, je prenais des exemples, par exemple... je prenais 2 exemples, je peux en prendre un. Il y avait une poétesse noire américaine qui, lors de la présidence d'Obama, avait composé un discours. Et une traductrice néerlandaise homosexuelle avait proposé, qui était écrivaine et interprète, avait proposé une traduction de ce poème. Et cette traduction avait été d'une certaine manière disqualifiée ou annulée en disant vous êtes une femme blanche, homosexuelle, européenne, vous n'êtes pas une femme noire américaine, donc vous n'avez pas la possibilité de traduire Et en faisant ça, alors évidemment d'un côté, d'une certaine manière, ça annule, ça vise à dire en fait, qui que vous soyez au niveau individuel, quels que soient vos chemins de vie personnels, vous ne pourrez pas atteindre certaines valeurs qui pour nous semblent importantes. Donc c'est déjà annuler une capacité de l'individu, une forme de liberté de l'individu de se dire je peux être une femme homosexuelle hollandaise et avoir un chemin de vie qui me permette de pouvoir me sentir concerné par le discours d'une jeune poétesse hétérosexuelle noire américaine. Oui, mais là, c'est une dérive. C'est comme une dérive, c'est-à-dire qu'on invente une espèce de liaison entre les gens qui est fictive, qui est illusoire, qu'on postule, et puis on déduit d'où par rapport à ça. C'est-à-dire, ça peut être le victimisme aussi. Si tu agis comme ça, c'est parce que tu es opprimé, que tu as été colonisé, que tu as été victime du racisme ou de l'antisémitisme. Et voilà, et on trouve des choses qui réunissent les gens et qui éliminent d'une certaine façon la différence qu'il peut y avoir d'individu. Oui, et voilà, et c'est exactement ce que vous dites, parce que les 2 points alors vous dites évidemment, je prends des exemples très précis parce que je pense chaque fois il faut ancrer nos raisonnements dans des exemples précis, mais là je mentionne celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres des exemples comme celui-ci. Même le concept même de cancel culture, d'une telle manière on peut le questionner, parce qu'il vient là aussi à reposer cette question du discret continu à un niveau qui n'est pas nécessairement celui de l'individu. Mais pour revenir sur l'exemple que je donnais, quand vous faites ça, vous empêchez la traductrice hollandaise de pouvoir dire à mon niveau individuel je peux avoir un chemin de vie et puis en même temps vous laissez implicitement l'idée qu'il y a quelque chose qui est une sorte de mise en continuité ou en fusion de toutes les femmes noires américaines hétérosexuelles, ce qui est une façon d'annuler la singularité de chacune. Ouais. Donc je suis là non pas pour dire tout le monde s'arrête, mais pour dire est-ce qu'il ne faut pas construire ces luttes sociales progressistes qui ont toute leur légitimité, mais en faisant bien attention à toujours rester sur que l'élément de pertinence, c'est l'élément de l'individu, le chaînon de l'individu. Pour moi, dès qu'on oublie le chaînon de l'individu pour des bonnes ou mauvaises causes, on encourt des risques très importants. Voilà, c'est un des points, mais on peut ne pas être d'accord, évidemment, mais... Oui, ça, c'est vraiment très... Il y a quelque chose qui m'est apparu à la lecture de votre livre, que j'ai ressenti de façon très profonde. Je rappelle, Apologie de la discrétion, ce qui est vraiment sujet de discussion, c'est que je me suis dit, finalement, comme il y a différents ou une infinité de moi en moi, c'est-à-dire que je ne suis dans la discothèque, j'ai le droit de ne pas être le même. J'ai le droit de changer. J'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit d'avoir des idées politiques, par exemple, que je n'avais pas il y a 20 ans. J'ai le droit d'être même en contradiction avec moi-même à un moment donné. C'est-à-dire que là, je prends un exemple. Je suis invité aux Antilles chez des amis à Pâques et je me pose la question. D'un côté, je me dis, ton empreinte carbone et tout ça, tu vas aller te dorer la pilule une semaine aux Antilles, etc. Puis de l'autre côté, je me dis, tu as bien le droit quand même d'aller une semaine. Et ces 2 mois ont leur légitimité et je me dis d'une certaine façon, ils ont une contiguïté et on peut vivre avec ça. C'est une espèce de...
on a une espèce de libération par rapport à ça. On n'a pas une injonction de continuité et de cohérence parfaite au quotidien. Mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en réalité, l'expérience même de l'existence, c'est une transformation incessante, c'est-à-dire qu'on est en permanence transformé. Alors on peut tout à fait dire oui, mais on peut être transformé de manière continue ou de manière discontinue. Je pense qu'on est plus transformé de manière discontinue, comme vous le disiez. Je mentionne quelques passages, moi je pense à un passage de Proust où il évoque cette multiplicité des mois. Les différents mois du narrateur qui apprend à chacun des moments discrets. Là vraiment on a un aspect très cinématique. C'est-à-dire qu'il vient, Albertine est partie, qui était l'amoureuse, on pourrait dire, en tout cas le support d'amour du narrateur de la recherche. Et puis, alors il est effondré, mais il se rend compte que dans le fil de la journée, même des instants en fait, vraiment pour le coup le flux de conscience discret, il s'assoit sur un fauteuil, sur un sofa bleu, et c'est la première fois qu'il s'y assoit depuis qu'elle est partie, et donc il se rend compte que parmi les mois qui le composent, celui qui s'assoit sur le fauteuil apprend comme si c'était la première fois. Et puis ensuite c'est le jour du coiffeur, etc. Et donc il fait l'expérience en fait d'une sorte de collection d'individus qui chacun d'entre eux apprend pour la première fois cet événement important. Et donc il prend ça comme une fenêtre très éphémère sur le fait qu'effectivement on est peut-être une composition d'identités multiples, non pas comme le syndrome des multiple personality disorder américain, mais une succession d'identités qui cohabitent en nous. Pour autant, ça ne veut pas dire le seul principe que je propose en éclairant ça, c'est que parfois on a quand même une certaine tendance, on vit toujours le moment qu'on est en train de vivre, c'est un truisme, voilà, donc là on est en train de vivre un instant, et parfois... C'est pas tellement un truisme en fait, parce que vous montrez qu'on peut être différent, vivre le moment et le vivre de façon discontinue. Absolument, ouais. Et surtout ça veut dire aussi que quand on vit, on est enfermé en permanence dans cette prison spatio-temporelle, on est à chaque fois dans la tranche de vie consciente dans laquelle on est, lorsqu'on est conscient, et donc parfois peut-être on a tendance à oublier cette multiplicité, et donc ça veut dire aussi à croire que ce qu'on pense à l'instant présent, c'est ce qui correspond à notre pensée à nous, un peu totalisante ou projective sur le passé et sur le futur, alors qu'en fait je pense qu'une attitude peut-être plus complexe, mais c'est de prendre en compte ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait on a des transformations, donc on est et chacun des mois qui nous composent a sa voix, sa présence à certains moments, etc. Et que être quelqu'un malgré tout, ça ne veut pas dire être une sorte de verre brisé sur le sol. C'est là faire jouer ce deuxième principe, le comme si de continuité, de dire je suis quelqu'un, je suis moi, mais ce moi-là, il résulte aussi de mon effort de faire comme si c'était une continuité, donc de créer une solidarité entre les différentes instances qui nous composent. Et ce qui est fascinant, et là il y a des exemples concrets dont vous parlez, c'est que ce moi-là, il intègre le fait que ce moi peut être différent dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans. Et qu'on est obligé de prendre en compte ces aspects-là. Vous parlez par exemple du changement de sexe. Vous dites à un gamin à 12 ans, qui dit « je veux devenir une femme » ou une jeune fille qui dit « je veux devenir un homme », et vous éclairez ces problématiques de façon très particulière en disant « mais rien ne dira que ce sera la même personne qui dans 20 ans aura résolu son problème de cette façon-là ». Donc tout ce qui est définitif à cet âge-là, d'une certaine façon, c'est imposer une espèce de continuité de la vie vers quelque chose qui l'aura peut-être ou peut-être pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, en appliquant cette forme d'éthique à ces questions, qui sont des questions très importantes, d'abord, il n'y a pas d'injonction qui dérive. Une fois de plus, je suis plutôt dans une éthique... J'aime bien cette notion. Mais vous éclairez bien sûr, ces problèmes cette éthique minimaliste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire nouvelle. Il faut, voilà. Ouais. Mais que par contre, vous le disiez, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend une décision irréversible, il ne s'agit pas de ne pas la prendre, mais il s'agit de la prendre en toute connaissance de cause. Et toute connaissance de cause, ça veut dire savoir aussi que celui qu'on est aujourd'hui, ça ne va pas être celui qu'on va être après. Et que du coup, d'une certaine manière, on fait violence au sens, mais on se fait violence à nous-mêmes en permanence, puisqu'on change en permanence. Mais il y a une violence de soi à soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, mais ça veut simplement dire que pour le faire, il faut le faire de manière extrêmement lucide. C'est ça ce que je veux dire. C'est plutôt un livre sur la lucidité de soi. Il ne s'agit pas de s'affranchir de notre condition humaine, mais de se dire, si je décide, je prends des exemples aussi même de la fin de vie, sans les aspects même légaux, juste de soi à soi. La fin de vie, l'euthanasie, vous dites des choses tout à fait et qu'il ne s'agit pas d'avoir une position normative, mais de dire, de chaque fois ce chemin par la lucidité. Alors, dans le cas de changement d'identité... Sur la fin de vie, c'est intéressant, juste, on revient là-dessus, vous dites, à un moment donné, c'est pas parce que je décide, à mon âge, en pleine possession de mes moyens, que si jamais je suis diminué, je veux qu'on mette fin à mes jours.
on ne sait pas du tout comment ce jour-là on va réagir. Peut-être qu'on s'accrochera à la vie, on dit non, je suis diminué, mais je continue à avoir Exactement. envie. Ça complexifie finalement, mais dans le bon sens du terme. Je crois, parce qu'en fait en médecine on voit tout, c'est-à-dire qu'on voit tous les cas de figure, on voit tous les cas de transformation. On voit des gens qui restent, on va dire, fidèles aux impressions qu'ils avaient avant de tomber dans une maladie grave, et puis à l'inverse on voit des transformations dans les deux sens. On peut voir des gens qui tenaient extrêmement fort à la vie, qui vont changer de discours et surtout de pensée, et puis l'inverse, des gens qui au contraire étaient dans une volonté de ne pas être vivre une situation de handicap, et que vous découvrez avec une énergie vitale qui vous surprend parce qu'elle vous semble parfois aller au contradictoire de ce qu'ils prétendaient ou ce qu'ils pensaient, ce qu'ils étaient auparavant. Donc une fois de plus, ma position, elle ne vient pas du tout ici habiter un discours préconçu ou prémâché. Juste dire, comme vous le disiez, c'est juste de rendre un peu le minimum de complexité qu'il faut donner. Et pour revenir à la question du changement de genre sexuel dont vous parliez, ce que je disais effectivement, c'est que si on doit vraiment mettre en avant cette lucidité, la seule question vraiment importante, d'après moi, qui se pose, c'est celle des capacités de lucidité en fonction de l'âge de la personne. C'est-à-dire que selon que vous soyez un adulte ou un enfant de 8 ans, c'est pas très fair-play de dire qu'on va avoir les mêmes niveaux de lucidité dans la prise de décision qu'on peut être amené à prendre sur un chemin existentiel qui peut être aussi, qui va être évidemment d'une certaine manière plus ou moins irréversible. Donc à nouveau, et c'est pas du tout pour fuir des positions, c'est juste que, et c'était aussi mon expérience au Comité national d'éthique, d'être confronté à plein de questions différentes, c'est que je crois à chaque fois que parfois, pour arriver à trouver la réponse qui nous semble la bonne, eh bien, comme c'est compliqué, on fait comme si c'était pas compliqué. Dans tous les cas de figure, et dans toutes les causes, quelle que soit l'idéologie sous-jacente. Elle peut être contradictoire, et pourtant elles se rejoignent sur le réductionnisme de complexité qu'ils font par rapport à quand vous vous intéressez à l'existence de quelqu'un. C'est une histoire à chaque fois très singulière. Alors soit vous décidez de ne pas vous y intéresser, et puis vous servez une cause, quelle qu'elle soit, soit vous vous dites, bon, je vais essayer de voir, même si c'est compliqué, même si j'aurai pas facilement une réponse, mais de ne pas rendre la solution plus simple qu'elle n'est pour qu'elle elle soit plus conforme à mes façons de penser. Voilà. Lionel Nakache, on arrive au terme de l'entretien, j'ai une dernière question à vous poser. C'est une question qui me brûle les lèvres. Si nous sommes des êtres avec avec un moi fondamentalement discontinu, qu'est-ce qui reste de nous après la mort ? Alors, merci de votre question. Je ne l'ai pas abordée dans ce livre, donc il faut que j'y réfléchisse un peu. Non, mais vous savez, on a l'impression que c'est la suite. On se pose la question. En fait, mon tout premier livre, qui est un livre qui s'appelle 4 exercices de pensée juive pour cerveau réfléchi, publié il y a longtemps, je crois il y a 20 ans, presque en 2003. En fait, il était motivé par un exercice qui était le dernier du livre, qui était la question du statut de l'âme dans le judaïsme. Et en défendant l'idée qu'on peut tout à fait défendre une conception matérialiste de la vie mentale, et donc de dire qu'en fait si on prend l'âme comme le garant de l'humain, alors cette âme, ce garant de l'humain, si on veut lui conférer des attributs d'éternité qui semblent un peu en violente contradiction avec la structure très éphémère des corps et des cerveaux, et bien du coup ça veut dire que c'est nécessairement un concept qui doit avoir rien à voir avec votre vie mentale. Au contraire, ça veut dire que si on veut postuler que mon âme ou votre âme existe avec ses attributs d'éternité, etc., alors ça veut dire que cette âme, elle n'a virtuellement rien à voir à faire avec ma vie mentale, avec ma subjectivité, mon ipséité, ma singularité, qui je suis. Et donc ça serait une définition non psychologique de l'âme, et qui d'après moi en fait est posée comme un garant plutôt éthique de l'inaliénable humanité d'un individu, auquel on va conférer cet attribut qu'on va appeler l'âme, et qu'on va décider de lui conférer, quelles que soient les circonstances, qu'il soit malade, qu'il soit déporté, qu'il soit assassiné, etc. Et ça veut dire qu'in fine, cette âme, votre âme ou la mienne, elle est surtout défendue par ce que les autres en font, c'est-à-dire parce que les autres pensent de cet attribut d'humanité qu'on décide de nous conférer. Donc votre âme ou mon âme, dans cette conception-là, elle reposerait sur, on pourrait dire, le comme si de continuité peut-être, mais de tous les autres humains, à travers l'espace et le temps. Et du coup, pourrait retomber sur ces attributs-là. Et j'essaie de montrer comment on peut avoir une lecture du Talmud très matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages du Talmud où vous avez l'impression d'avoir une structure, où en gros la structure lésion cérébrale, transformation de la psychologie, c'est tout à fait
reçu, c'est pas un scoop pour pas mal de rabbins talmudistes. Donc voilà, c'était donc pour répondre à une longue réponse à votre question. Oui, il y aurait des développements à faire. Mais en tout cas, Lionel Lacache, merci d'être venu. Je rappelle votre livre, paru chez Odile Jacob, je ne l'ai pas dit, Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde. Bon, un livre étonnamment dense à lire, à relire, à méditer, à réfléchir. Et on sent bien que derrière, il y a d'autres réflexions qui sont en germe et que vous viendrez partager avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Lionel Lacache. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.